Bonjour, nous sommes le mercredi 7 janvier 2015 et je vais vous parler des signifiants. Je m'aperçois que beaucoup de gens maintenant ont bien employé le mot contenant pour désigner le signifiant et contenu pour désigner le signifié. Je crois que ça, j'ai vu que ça commence à se faire comprendre et connaître et ça clarifie considérablement le débat. Mais je voudrais vous parler d'un cas assez intéressant. Récemment, vous savez, je suis revenu sur la question de Leibniz et de la formule qui est reprise dans le Candide de Voltaire. Et tout est bien dans le meilleur des mondes, etc. Et le débat, je ne vais pas revenir sur ce débat parce que ce n'est pas sur ce point que je voudrais insister. Le débat était de savoir quelle avait été la formulation originale, initiale de Leibniz. Alors, j'ai l'impression que dans le café philo auquel j'ai assisté lundi dernier, il y a une grande confusion, mais je n'ai pas terminé ma recherche et donc je ne vais pas insister sur ce point. Mais ce qui m'amuse, c'est la réaction que j'ai entendue à ce moment-là quand j'ai dit que probablement la formule n'était pas celle que Leibniz avait utilisée. Voilà. Et alors on m'a répondu, écoutez, monsieur Albron, les gens s'appellent par leur prénom, on m'a répondu, mais non, écoutez, contentez-vous de comprendre ce texte plutôt que de vous demander s'il a été correctement formulé. Alors c'est intéressant cette attitude, je trouve, moi qui suis un historien des textes et qui suis habitué à noter des corruptions, que l'on nous dise « Ah non, non, le texte, il n'est pas question qu'il ait été corrompu ou mal traduit, ou mal... » Non, non, ayez l'humilité de le commenter tel qu'il est ou tel qu'on vous le donne. Alors, si on m'avait dit que c'était Voltaire qui avait dit ça, sans référence à Leibniz, bon, j'aurais dit, bon, effectivement, on va commenter le texte de Voltaire. C'est-à-dire, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possible, ou pas dans le meilleur des mondes, enfin, on ne sait pas très bien, parce que là aussi, c'est embrouillé. Bon, mais il se trouve que on a en allemand une formule autrement, wir leben in der besten der Welten, c'est-à-dire nous vivons dans le meilleur des mondes, et non pas tout va pour le mieux, qui est une redondance par rapport au meilleur des mondes, donc c'est pas très heureux comme expression. Et bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait que certaines personnes, même suffisamment avancées, même des enseignants, considèrent que le signifiant, tel qu'il nous est transmis, il est immuable et qu'on ne va pas le reconsidérer. On ne touche pas au signifiant, on l'interprète diversement. J'avais pensé à ces musiciens, comme Sabine Meniconi, qui participe à ces cafés philo, et qui ne verrait même pas, n'imaginerait pas une seconde qu'on puisse corriger une page de Beethoven, sous prétexte que, par exemple, peut-être que telle page a été mal transcrite ou mal transmise, ou qu'il l'a réécrite plus tard, etc. Il faut interpréter. Voilà. Le signifiant, on n'y touche pas, c'est sacré, il faut interpréter, et là, on a le droit de faire de l'interprétation comme on l'entend. Donc la règle du jeu chez ces gens-là, c'est on interprète, mais on ne touche pas. Et ça, c'est intéressant parce que ça correspond à une phase tardive d'un processus. Si on prend par exemple le cas de la Bible, il y a eu un temps qui a été celle de la canonisation, où on se demandait qu'est-ce qu'on prenait, qu'est-ce qu'on ne prenait pas. C'est valable aussi pour Nostradamus, d'ailleurs. Et un autre temps où on dit, voilà, maintenant le texte il est établi, il est clôturé, on n'y touche plus, on va passer à l'interprétation. Et on va s'en contenter de l'interprétation. Donc c'est ce que ces gens-là n'ont pas compris, c'est qu'il y a deux temps au minimum dans un processus. Il y a un temps où l'on intervient sur le texte même, qui peut d'ailleurs aussi le problème de la traduction, parce que la traduction finalement c'est à la fois une approche du texte d'origine, mais on crée un nouveau texte. On ne peut pas donc dire que la traduction est simplement une interprétation. Donc vous avez là aussi une problématique qui est bien connue pour Nostradamus. Les traductions anglaises, notamment de Nostradamus, sont souvent assez fantaisistes, en tout cas elles sont spécifiques, elles sont déjà toute traduction est déjà une forme d'interprétation qui ne dit pas son nom. Voilà.
Donc on a ce statut. Donc on a le statut du texte de départ, qui lui-même, on le connaît, peut avoir été modifié par l'auteur, qui peut avoir évolué, et donc par conséquent on ne peut pas enfermer l'auteur dans telle position qui a pu exister à un moment donné. Il faut voir s'il n'a pas reprécisé sa pensée et reformulé sa formule, en l'occurrence celle du meilleur des mondes. Et puis il y a la phase de traduction, qui peut être parallèle, parfois très rapidement après, s'il n'y a pas parfois des textes qui paraissent dans les deux langues en même temps. Et puis, il y a la phase de l'interprétation, qui est une phase décadente, si on peut dire, c'est-à-dire on ne revient plus sur le canon, on ne revient plus sur la nature du texte, on ne touche plus un iota, et on interprète. Alors donc cette caste des interprètes qui s'interdisent et qui ne se donnent pas les moyens d'ailleurs de corriger le texte, de le revoir, au regard des sources par exemple, au regard de la genèse des documents, etc., eh bien ces gens-là, ils s'affichent comme ça en disant oui, ben, on ne touche pas au texte, il faut vous contenter d'interpréter. Ben, moi je trouve ça tout à fait inadmissible, totalement inadmissible cette façon de faire. Et je trouve même que c'est presque insultant. Je crois que nous avons le droit, alors vous me direz que c'est de la, comment ça s'appelle, de révisionnisme, nous avons le droit de nous demander si les textes nous sont parvenus correctement, et pas seulement de nous dire comment les interpréter. Parce que c'est une façon de dire, oui, écoutez, de toute façon, les textes, on les prend comme on veut, mais par contre, de toute façon, on les interprète à notre façon. Ça non plus, c'est pas totalement correct. Vous comprenez, c'est une liberté qui se donne, en se disant on se fout un petit peu de ce que le type a écrit, nous on va essayer de le comprendre comme ça. Et dans les cafés philo, il y a cette espèce de travers assez étrange qu'on choisit un titre, et parfois ce titre n'est pas du tout significatif en fait quelque part. Par exemple, Raphaël Prudencio, dans Mercredi en 8, à la rotonde de la Muette, va parler de penser a-t-il un sexe, mais en réalité, les travaux préparatoires, les discussions que nous avons eues précédemment et qui ont conduit à cette formulation, doivent compléter, en quelque sorte, cette expression comme ça qui est jetée en pâture. Voyez-vous ? En réalité, la question, c'était de savoir si les hommes et les femmes avaient la même démarche mentale ou psychique. Bon. Monsieur Prudencio, c'est moi qui avais relancé encore en partie cette problématique, Monsieur Prudencio a trouvé amusant de l'exprimer de cette façon, et maintenant, on ne s'intéresse plus du tout aux raisons pour lesquelles cette formulation a été choisie, et d'où ça sort, et qu'est-ce qu'elle révèle, qu'est-ce qu'elle exprime. On prend l'expression telle qu'elle, et à la limite, on va presque parler de sexe au sens de... Voilà, on va dire, ça devient n'importe quoi. Et c'est très souvent comme ça dans les cafés philo, une approche religieuse d'une formulation qui souvent est totalement aléatoire, contingente et interchangeable avec d'autres formulations. Et la règle du jeu, alors on est dans une sorte d'exercice, de style. La règle du jeu, c'est de prendre le texte tel qu'il a été formulé et de travailler sur ce texte sans se poser la moindre question sur sa genèse, sur les raisons, qu'est-ce qu'on a voulu dire au départ. Personne ne s'en explique. Je trouve ça inadmissible et infantile.